Fin septembre, nous sommes quelques 60 camarades et leur épouse à embarquer, port de Grenelle, pour une croisière sur la Seine jusqu'au Havre, qui commence par faire découvrir Paris la nuit, vue depuis son fleuve. François Ier fait construire l'hôtel de ville, que l'on verra tout à l'heure, place de Grève. Au XVIIe et XVIIIe siècle, là c'est Paris qui s'urbanise, s'aère de grandes places et de ponts sans maison, comme on verra tout à l'heure, le Pont Neuf, les places Dauphine et de la Concorde. Il est aussi marqué par 5 expositions universelles. Les plus marquantes sont celles de 1889, bien évidemment grâce à la Tour Eiffel, et celle de 1900 avec le Grand Palais et la gare d'Orsay. Livre ouvert. L'architecte est Dominique Pirault. On va faire bientôt demi-tour. Simone de Beauvoir, tout le monde connaît le nom, hein, cette philosophe et écrivaine. Et dites-vous que ce pont, eh bien, c'est le seul pont de Paris qui porte le nom du train. Ce grand bâtiment tout en longueur, au niveau du pont, eh bien, il s'agit là du ministère des Finances, qui s'étend sur 225 000 mètres carrés. Et en faut de la place tout au dessous, n'est-ce pas? Le ministère des Finances est venu s'installer ici quand il a quitté le Louvre en 1993. A toujours été représenté avec un serpent autour du cou. Avec son allure de reptile vert. Et qu'elle ressemble étrangement à l'aile d'un avion. Et on l'a appelé le pont Charles de Gaulle parce qu'il rappelle surtout l'aéroport Charles de Gaulle. Effectivement, le profil de la coupe du pont rappelle une aile d'avion. L'Institut médico-légal de Paris. Elle a été construit de 1822 à 1824. C'est Napoléon qui a demandé à ce que ce tunnel soit construit, enfin ce canal soit construit, pour ramener de l'eau potable dans Paris. Bien évidemment, il a été payé par une taxe sur le vin. Le musée de sculpture à ciel ouvert. Disons que tous les jours de la semaine, à partir du moment où il fait beau et que le temps est permet, eh bien les gens ils viennent ici pour se réunir. C'est l'ambiance de Paris. Sainte-Geneviève, qui est la sainte patronne de Paris. Elle tient dans ses mains une petite fille. À droite, c'est l'île Saint-Louis, quai d'Orléans. Et sur la droite, vous allez voir dans un instant l'hôtel de... L'île de la Cité et le quai aux Fleurs. Avec sa façade écarlate, l'hôtel de ville, on passe sous le pont d'Arcole. Et le pont qui est tout au bout, c'est un des premiers ponts qui a été... On l'appelle le pont Change parce que sur ce... Le pont Notre-Dame, en grande partie métallique. On l'appelle le pont Change parce que sur ce pont, on changeait la monnaie. C'est sur ce pont également eh bien, que se sont regroupés les changeurs de monnaie. Au niveau du pont, sur la gauche, vous allez voir dans un instant une tour carrée. Hein, vous la voyez, cette tour carrée. Eh bien, au pied de la tour, vous avez une horloge. Le N de Napoléon III, son bâtisseur. Sur la gauche, nous avons le palais de justice, mais c'était tout départ le premier palais royal. Vous avez aussi la conciergerie. Jusqu'au XIVe siècle, eh bien, c'est là que les rois habitaient avant de rejoindre le Louvre. Et sur la base, là, tout en bas, la première pierre posée par Henri III, il a été inauguré par Henri IV. Il fête cette année ses 418 ans. Et il doit son nom au fait qu'à l'époque, il apparaît comme un ouvrage moderne, le premier construit entièrement en pierre, sans maison et offrant les premiers trottoirs de Paris qui sont tout autour. La statue équestre d'Henri IV. Sur la gauche, derrière les arbres, puisque c'est typique, on venait avec un cadenas, on accrochait le cadenas sur les rambardes et on jetait la clé dans la Seine. Ce grand bâtiment sur la gauche avec la coupole, c'est l'Institut de France, connu plus aujourd'hui pour l'Académie française, où un académicien qui gère la langue française se situe sous le dôme de l'Institut de France. Premier château du Louvre qui était une forteresse au XIIe siècle, qui a été construite par le roi Philippe Auguste pour renforcer l'enceinte de Paris.
Par la suite, eh bien, les Blancs ont quitté le palais de la Cité qu'on a vu tout à l'heure pour s'installer au Louvre, ici. Et celui-ci est transformé en palais à la Renaissance. Et c'est après la Révolution que le Louvre est transformé en musée en 1793. Les premières œuvres exposées sont des toiles qui ont appartenu à la famille royale et les collections se sont enrichies considérablement au 19e siècle. La pyramide de Gré. Et nous allons passer maintenant sous le pont royal. Qui a été offert aux Parisiens. Le pavillon de Flore. Monument important. Le musée d'Orsay, qui est devenu, après avoir été une gare lors de sa construction, on se rappelle d'ailleurs ces deux grandes horloges sur la façade, qui étaient une gare au départ. Et sur la gauche, eh bien, vous avez maintenant le palais Bourbon, qui n'est autre que l'Assemblée nationale. Devant nous, vous avez le pont Alexandre III. Alors le pont Alexandre III, c'est incontestablement le plus spectaculaire et le plus beau de tous les ponts de Paris. Il a été construit, le tsar Nicolas II est venu à Paris pour poser la première pierre du pont qui porte le nom de son père, Alexandre III. Et les sculptures dorées au sommet des piliers qui représentent les 4 renommées. Vous avez la renommée des arts, la renommée des sciences, la renommée au combat, et Pégase tenu par la renommée de la guerre. À la gauche, vous allez voir le dôme des Invalides. Alors regardez sur le pont des Invalides, c'est intéressant, vous avez 2 groupes allégoriques sur la pile centrale. Un pont en fer, un acier qui a été construit donc après de nombreux ponts en bois et en pierre. Alors le zouave, il est intéressant parce que il est très attaché, les Parisiens sont très attachés à cette statue. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, eh bien, Paris a subi une crue incroyable en 1910. Sur la Tour Eiffel, tellement de choses. La Grande Dame de Fer, tout d'abord, eh bien, pourquoi elle a été construite? Elle a été construite pour l'exposition du 19e, la démonstration du génie français incarné par Gustave Eiffel. Les premiers à avoir mis les pieds sur la Tour Eiffel, eh bien, ne sont autres que la famille royale britannique. Destinée à durer seulement 20 ans, elle fut sauvée par les expériences scientifiques qu'Eiffel favorisa, et en particulier les premières transmissions radiographiques, puis jusqu'à la télévision aujourd'hui pour les travaux. Alors pour les chiffres, eh bien, la Tour Eiffel, elle mesure 330 mètres de haut, on a rajouté plusieurs antennes. Elle était à l'époque le plus beau monument du monde, statue qu'elle conservera jusque dans les années 30. Elle pèse près de 10 000 tonnes, se compose de 15 000 pièces métalliques réunies par 2,5 millions de rivets. Et pour atteindre son sommet au 3e étage, il faut gravir 1760 marches. L'ascenseur parcourt chaque année 103 000 km. Il faut savoir que le Champ de Mars était donc un endroit où il y avait un terrain très meuble. Et donc il a fallu donc creuser jusqu'à 30 mètres de profondeur pour chaque pilier. Il est 22 heures, la tour se met à scintiller. Notre bateau, c'est le Botticelli. Alors le pont Piraquem, c'était anciennement le pont de Bastille. C'est un quartier donc résidentiel et commercial où vous avez 22 tours standardisées qui font environ 30 étages chacune. Et vous avez donc une maison de la radio qui a été construite en 1963. De la Statue de la Liberté à New York, une réplique de celle-ci offerte à la France par les citoyens français établis aux États-Unis. Il s'agit de la version en bronze d'un motel d'études en plâtre réalisé par Bartholdi. Le siège de France Télévisions. Téléviseur. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Merci de votre attention et bonne nuit. Merci. Ce matin, nous sommes à Poissy. Et nous allons visiter les jardins et le château de la Malmaison. On va passer aussi sur l'arrière.
On pense que qu'il y avait dans les environs, comme on a beaucoup de forêts et la présence de la Seine, la Seine est juste derrière les résidences sur mon côté, un refuge pour les Vikings, et qu'en fait c'était un repère de brigands. C'était un jardin à l'anglaise. La façade est en réfection, derrière le voile trompe-l'œil. Ces deux statues vont être prises pour être directement mises dans le jardin de Marly. Voilà la glacière où l'on maintenait la glace de l'hiver au frais pour avoir des sorbets au beau jour. Dans le parc, des arbres comme le cèdre du Liban ont plus de 200 ans. De la forteresse, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et là vous voyez qu'elles ne sont que sur l'arrière, donc c'est quand même limite comme défense. Donc ce sont des fosses douves pour l'accès vers l'entrée. Aujourd'hui on ne ressort plus. Voilà, le cèdre Marengo. Planté en l'honneur de Bonaparte pour sa victoire sur les Autrichiens en 1800. Les petites pièces du 19e siècle ne correspondaient pas forcément aux besoins par la suite. Cabinet, où sont les dames, antichambre, chambre, boudoir. Les murs sont tendus de tissu. C'était le cas à l'époque, c'est dans la suite des tapisseries qu'on avait au Moyen-Âge et à la Renaissance pour maintenir la chaleur dans les pièces. Et ensuite, vous avez à nouveau toute une collection. Ça, c'est vraiment une Par contre, il y a déjà les premières expositions de l'industrie, les chefs-d'œuvre de l'industrie. Ça va commencer début du 19e. En fait, donc tout ce qui est créé par la France, on va essayer de l'exposer à Paris dans les salons du Louvre et de le mettre en avant. Et donc, les manufactures vont essayer de faire les plus belles pièces qui vont bien sûr être offertes à l'empereur. Donc là, c'est une table en porcelaine de Sèvres et que les plaques de porcelaine sont posées dessus. Copie du tableau de Louis David représentant le passage de Bonaparte au col de Saint-Bernard à la suite d'Hannibal et de Charlemagne. La réalité historique a été beaucoup moins glorieuse. Mobilier d'époque, empire, et le signe est le symbole de l'impératrice que l'on retrouve sur les fauteuils, mais aussi sur les tapis. Portrait de Joséphine, la maîtresse de maison. Et que donc, il demande la séparation. Il envisage même d'adopter Eugène pour faire les... Et avec un matelas assez haut, vous êtes à nouveau dans une chambre de parade, une chambre de réception.
D'accord. Joséphine ne dort pas dans ce lit. Dans une alcôve, on peut tirer les rideaux pour garder la chaleur l'hiver. Arrivé dans une pièce qui est très bas de plafond. C'est le boudoir de Joséphine. Et je vous ai dit, le boudoir, c'est la pièce la plus intime dans les cabinets, enfin dans les appartements féminins. C'est le cabinet pour les hommes. On poursuit la visite en repassant par le rez-de-chaussée et l'entrée normale. On refermait les miroirs et les portes. Et on peut, rappelez-vous, quand on était pouvoir en France, on doit manger en public. Vous avez donc la grande table circulaire, vous avez un ensemble de sièges, fauteuils, chaises, tabourets. Des sièges pour eux, dans des tabourets en plus, et redeviennent à la mode. Dans la salle du conseil, les portraits de Madame Maire et de Joséphine. Ces colonnes en bois, en réalité, elles ne supportent pas le vent. Elles sont là pour cacher les tuyaux et les conduits de chauffage. On est bien dans la bibliothèque. Le miroir qui descend pour agrandir la salle. Voici le salon doré. Dans le salon de musique, la harpe de Joséphine et le piano forté. La visite terminée, on retourne au car. En regagnant le Botticelli à Mantes-la-Jolie, voilà la collégiale Notre-Dame. Navigation douce en bordure du parc naturel du Vexin français. Saint-Clair-sur-Epte. Saint-Clair. Eh bien, mesdames et messieurs, nous approchons doucement de la ville de Vernon. Un collégial de Vernon. Insinuation en suivant les méandres. Comment on tourne? Le nord, dans le sens du nord, dans le sens, oui, la rivière, c'est comme ça. Vernon marque la limite entre l'Île-de-France et la Normandie. Petite maison à Colombage. La maison à Colombage servait pour encaisser le péage avant de traverser le pont, aujourd'hui démoli. Entrer dans une écluse, l'une des rares péniches que nous croiserons. Le fond. Château Gaillard est un château fort construit au-dessus des Andelys à la fin du XIIe siècle, lieu déjà occupé par les Romains. Il a été détruit après le siège que Philippe Auguste mena ici contre Jean sans Terre pour reprendre entre autres la Normandie et les autres possessions anglaises. Qui a été construite entre 1196 et 1198 par Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre et duc de Normandie. Il est situé ici sur les falaises des Andelys, en bord de Seine. C'est un chef-d'œuvre militaire, en avant sur son temps. Le château fut bâti en seulement 2 ans, ce qui était exceptionnel pour l'époque évidemment, et Richard Cœur de Lion s'appliqua personnellement
Donc c'est l'édification qui devait symboliser la puissance et la modernité de son royaume. Donc nous avons les petits enduits avec le clocher de l'église Saint-Sauveur que vous avez maintenant. Quelques très belles villas en bord de Seine peuvent faire envie. À droite se situe la Roquette. Un convoyeur de blocs rocheux. On peut y apercevoir sa grande propriété en style néo-normand, à l'aménagement de laquelle il veilla avec un soin particulier, organisant même, dit-on, son potager pour fournir des légumes à ses ouvriers de Billancourt. Il joua le rôle de mécène pour la petite église. Le menu, c'est quoi? Ouais, mais le verre. Regarde le verre. Mardi 30 septembre, en partant du Havre. On emprunte le pont de Normandie qui était, à sa mise en service en 1995, le plus grand pont à haubans du monde, avec ses 850 mètres de portée centrale. Bon, madame, monsieur, on est bien arrivé à Inflore. Parler maintenant de la deuxième syllabe, effectivement la syllabe fleur, le suffixe fleur, mais vous aviez peut-être... La courbe que forme cette rue correspond au tracé des anciens remparts. Place de la Porte de Rouen. Avec en son centre la fontaine aux lavandières. On va retrouver sur la façade un matériau omniprésent. Ce matériau est le bois, effectivement. Le bois, on n'a aucune peine à en trouver au Moyen-Âge parce qu'on disposait dans les proches environs de Honfleur d'une importante forêt que l'on appelait au Moyen-Âge la forêt de Touques. Ce banc de bois, tantôt on va le laisser apparent, et puis tantôt il va se retrouver dissimulé derrière ces petits morceaux d'ardoise ou de bois, plus précisément de châtaignier. Et là, on va pratiquer la technique de l'essantage. Un essantage d'ardoise, ça traduit bien le fait qu'on a là affaire à un propriétaire qui n'est pas plus riche, parce que ce matériau de l'ardoise est capable de trouver en local. Le mot de grenier, il faut le comprendre au sens de entrepôt, lieu de stockage. Et on sait précisément que ces greniers à sel ont été construits au XVIIe siècle, en l'année 1670. C'est une année importante puisque c'est quelque temps avant 1670 que Colbert donne l'ordre de démolir les remparts. Le clocher de l'église Saint-Léonard, remanié plusieurs fois à la suite de destructions. Belle façade typique en calcaire et silex. Les galeries d'art. Ça n'existe pas. Parce que ce bois-là, il a subi donc un traitement. Globalement, les charpentiers ils utilisent des techniques.
La vue calme et emblématique de Honfleur et son vieux bassin. Vous apercevez effectivement les derniers arbres de la haie. Et bien de ces derniers arbres n'est autre que Madame de Montpensier, la Montpensier, celle qui avait à la cour le titre de Grande Mademoiselle. Si on la replace dans la famille royale, elle est la cousine germaine du roi Louis XIV. Elle est richissime, elle a notamment son château de Saint-Fargeau, en Bourgogne, et elle a un sens des affaires particulièrement développé. Oh, on pourrait dire aujourd'hui, à l'époque, elle a fonctionné comme un promoteur immobilier avant l'heure. Et vous allez voir le sens des affaires qui était le sien. En étant propriétaire de toute la bande de terre, l'idée qu'elle a, c'est de vendre cette bande de terre. Mais avant de la vendre, elle l'a fait lotir. Autrement dit, elle l'a fait subdiviser en petites parcelles. Elle va vendre une première fois ces parcelles et les acquéreurs, une fois qu'ils auront acheté leur terrain, avec comme adresse quai Sainte-Catherine, vont bien sûr chercher à faire construire leur maison. Logique. Toutes ces maisons hautes et étroites ont deux propriétaires, l'un quai Sainte-Catherine et l'autre rue du Dauphin, parallèle au quai mais 2 étages plus haut. Musée de la Marine. À droite du centre, le bâtiment important, c'est la lieutenance. La maison du lieutenant de roi. C'est à partir de là que l'ensemble du monument va porter le nom de lieutenance. C'est un des vestiges aujourd'hui restaurés des fortifications élevées au XIVe siècle par le roi Charles V. La porte de Caen. Hommage à Samuel Champlain, explorateur de l'Acadie et du Canada, qui a fondé Québec. Dans le prolongement du rempart, ici. Début du quartier Sainte-Catherine. Datant du XVe siècle, l'église Sainte-Catherine remplace une ancienne église en pierre, détruite pendant la guerre de 100 ans, après le départ des Anglais. Avec peu de moyens, la population a utilisé le bois comme matière première et leur connaissance en construction navale. Susceptible d'attirer la foudre, le clocher a été construit à l'écart de l'église pour épargner les fidèles en cas d'incendie. Il est bâti sur la demeure du sonneur. La première nef, celle de gauche, bâtie sur le modèle d'une halle de marché, a une voûte en coque de bateau renversé. Au XVIe siècle, on ajoute, à droite, une seconde nef, dont la nef est conforme aux voûtes des églises gothiques modestes. Les bas-côtés sont également voûtés en bois. Les bardeaux en bois de châtaignier, appelés essantes, protègent les façades. Les travées du chœur, reprises au XIXe siècle, sont de qualité assez médiocre. Retour au port de pêche. Honfleur est spécialisé dans la pêche à la crevette blanche, appelée chevrette, mais aussi la coquille Saint-Jacques.
tourné par le pont de... On repasse par le Tatara, pont de Normandie. En pleine marée basse, c'est pour ça que du coup on voit très bien les vaselières, etc. Mais normalement c'est immergé à marée haute. Et donc construire un pont où toutes les 6 heures il y a de l'eau qui monte et qui descend, c'est pas facile. Donc on a dû inventer plein de choses pour réussir à construire ce pont. Entre autres, on a fait une passerelle provisoire posée sur des flotteurs qui va permettre de suivre le mouvement de la mer pour pouvoir faire passer les véhicules de travaux, bien sûr. Une feuille de route, et sur la feuille de route, il y a marqué vous devez aller au terminal 1690. Pendant 2 ans avant d'être racheté par Chimique, mais également de l'autre côté du bassin, juste de l'autre côté du bassin, vous avez énormément de parking avec beaucoup de voitures garées. Ce sont des voitures neuves parce qu'il y a énormément de commerce avec l'import-export. Ici, on est les produits frais, bien sûr. Ces conteneurs vont être déplacés à l'intérieur des terminaux par des cavaliers. Les cavaliers, c'est les grands véhicules à 4 pattes que vous voyez un peu partout. On va pouvoir accéder facilement au haut des piles, pouvoir transporter les marchandises, enfin du moins les conteneurs, les amener vers les grues, et ensuite les grues vont charger tout ça directement dans les porte-conteneurs, donc dans les bateaux. Une éolienne, c'est 3 pales qui vont être fixées avec des turbines, on va aller voir les turbines, on va passer juste à côté, donc vous allez pouvoir les remarquer. Pour alors aller vers les champs offshore un peu plus loin. On a une activité avec les croisières, dont l'Aïda qui est ici. Vous voyez, on a un accès direct à la mer, et c'est ça qui va être important dans le port du Havre. Quand vous regardez un petit peu, d'ailleurs, vous pouvez remarquer les cargos, les porte-conteneurs. En face de nous, on a un quartier qui s'appelle Sainte-Adresse. Sainte-Adresse, ça va être important également pour les Belges. Car la Belgique, occupée en 1914, a choisi Sainte-Adresse comme capitale administrative et siège du gouvernement. On sort de Sainte-Adresse en direction de Étretat. La culture du lin se développe de nouveau, notamment l'industrie automobile apprécie ses qualités isolantes remarquables. À Étretat, la maison d'Arsène Lupin. C'est l'auteur qui a écrit justement Arsène Lupin, c'était sa maison. Alors il n'y a pas de fleurs à part entière parce que c'est très peu fleuri. L'iris c'est très peu fleuri quand c'est en haut c'est en haut de toit. Mais vous avez voilà l'espace avec vraiment le toit très épais en roseau. Une fantaisie de cheminée à la Gaudi. Vous mettez du feu à l'intérieur, la fumée ne va pas partir en spirale. En centre-ville, le petit train qui monte à la falaise. L'hôtel de ville, pavé de silex noir, jointoyé de ciment ocre. On dirait, oui, la résidence. Là, le style anglo-normand. Nous voici en longeant la mer, regardant ce qu'ils appellent la falaise d'Amont, avec à son sommet la chapelle Notre-Dame de la Garde. Ouais, juste pour le décor, elle tourne jamais. Vraiment juste comme ça, on a dépensé des millions d'euros juste pour le décor. Ici, c'est bien sûr la falaise d'Aval, la plus célèbre, avec son trou d'homme, son arche et son aiguille, creux selon Arsène Lupin. On va faire la grimpette de la falaise Amont. Les toits ardoisés du centre d'Étretat. De la petite chapelle sobre et élégante, Notre-Dame de la Garde veille sur tous les marins. Les gargouilles.
Monument à un ingénieur écoli dénommé l'Oiseau Blanc, et 2 aviateurs disparus en tentant de franchir l'Atlantique Nord en mai 1927. Une longue plage au-delà de la falaise Hamon, 2 galets. On aurait bien attendu le coucher de soleil, mais il faut déjà redescendre. Pendant la nuit, le Botticelli nous a ramenés à Rouen. Épisode de l'ascenseur. Que l'on annonçait par erreur en panne. Brume matinale habituelle. C'est Victor Hugo qui immortalise cette expression, Rouen, la ville aux 100 clochers, ce qui était d'ailleurs vrai à la veille de la Révolution, dans un poème, Les feuilles d'automne. Mais il y a aussi les merveilleuses et vieilles maisons à colombage. Suite aux nombreux bombardements subis en 1944, la reconstruction a permis d'alterner bâtiments en pierre et maisons à colombage restaurées. Voici l'église Sainte-Jeanne d'Arc, place du Vieux Marché, au toit remarquable, œuvre de l'architecte Louis Arech. En bordure de la place du Vieux Marché, le souvenir de la pucelle est omniprésent et cette croix marque l'endroit du bûcher où elle périt brûlée le 30 mai 1431. La solidité de certaines maisons anciennes ne peut que nous confondre. Au bout, c'est la tour de l'horloge et son beffroi. Au Moyen-Âge, on disait une horloge ou un horloge. C'est à partir du XVIe siècle qu'on en a fixé le genre des mots. Jusqu'au milieu du XXe siècle, on disait la grosse horloge. Puis, le masculin s'est imposé. Les travaux de construction ont duré 9 ans à cause du mauvais état des finances de la ville et se sont terminés en 1398 par Jehan de Bayeux, fils. Le gros horloge n'a qu'une aiguille, c'est délibéré, car au Moyen-Âge, la précision horaire à la minute n'était pas une nécessité. Partout, les moutons rappellent l'importance du travail de la laine et de l'industrie drapière. Par ailleurs, l'agneau pascal, au centre de l'arcade, symbolise les armes de la ville. Le côté ensoleillé du gros horloge. On approche de la cathédrale par l'arrière avec sa flèche en restauration.
La cour souveraine de Normandie a été créée par une ordonnance de Louis XII et mue en Parlement de Normandie par François Ier dès 1515. Édifice civil gothique commencé en 1499 mais achevé longtemps après. Voilà la façade et ses 3 portails occidentaux que Monet a peint plus de 30 fois entre novembre 1892 et 1893. La façade est richement décorée de 70 figures sculptées entre 1362 et 1420. La flèche en fonte, en restauration après celle de Notre-Dame de Paris, néo-gothique, a été terminée en 1884. Elle a fait de la cathédrale, avec ses 150 mètres, le bâtiment le plus haut du monde à cette date. L'arbre de Jessé, au portail central, voué peut-être à Saint-Romain. La nef gothique, de 28 mètres de haut, présente 4 niveaux d'élévation, comme dans les cathédrales du tout début du gothique. Dès 1240, l'essentiel de la cathédrale est construit. Une vue du bas-côté nord. Le tombeau de Rollon, premier duc de Normandie. Le gisant de Guillaume Longue-Épée, fils de Rollon. Quelques-unes des 70 statues authentiques de la façade, conservées à l'abri. C'est son cœur qui se trouve dans ce gisant de Richard Cœur de Lion, dont le corps repose à l'abbaye royale de Fontevraud. Jésus sortit dehors, portant la couronne d'épines, et Pilate déclara « Ecce homo ». La tour sud, la plus élevée, et à droite, le portail de la Calandre, ouvre sur le flanc sud. D'ici, on aperçoit bien la base de la flèche en fonte, remplaçant, entre 1825 et 1875, celle de bois incendiée. Saint-Georges terrassant le dragon. Tout près se trouve l'église Saint-Maclou, dédiée à l'évêque breton Saint-Malo. Elle est célèbre pour son portail à 5 porches, avec ses portes en bois sculptées de la Renaissance. Pour elle aussi, la flèche a été ajoutée au XIXe siècle. Fontaine aux enfants pisseurs, sur le côté gauche. Par leur système d'assemblage par Tenon et Mortaise, les Normands ont inventé les maisons transportables.
Ainsi, cette maison a été démontée et replacée ici. Saint-Maclou sous le soleil. Nous nous dirigeons vers quelque chose d'unique en Europe, un ancien cimetière à galeries, l'être Saint-Maclou. À cause de la crise démographique au XIVe siècle liée à la guerre, Rouen est amené à créer un cimetière à galeries où on entassait les ossements des victimes de la peste et de la famine. Les sculptures sont sans équivoque et font penser à une danse macabre. Rénové au XVIIe siècle, l'être Saint-Maclou prend une nouvelle vocation tournée vers l'éducation, école pour jeunes garçons puis de jeunes filles, école des beaux-arts. On contourne la cathédrale par son flanc nord et on se demande si les maçons parfois n'abusent pas du calva. Le mec a décidé qu'il ferait percer un portail latéral. Et au XIVe siècle, la décoration est toujours circulaire. Elles sont très belles, les rosaces. Fais la photo. Enchanté de cette visite de Rouen avec humour et sous le charme de ces vieux quartiers, nous rejoignons notre Botticelli. Le pont Levant, Flaubert. Elle m'a appelé toute énervée. Oh oui, parce que ça me fait ça. Oui, arrête, voyage, c'est là. J'arrive à faire le tour du pâté de maison. Et les gens qui veulent m'aider, en général, ils me... Et donc, je me bloque.
Bon, alors, là j'y vais, hein. Ça va, ma Merci à vous. Merci infiniment. Profitez bien de cette soirée. Merci beaucoup. Bonsoir. Excusez-moi, je ne suis pas très souriant, mais Oui, c'est dehors, il n'y a pas de... on va s'asseoir là et puis on verra qui viendra avec nous. Hein? on a la langue qui est très proche. Alors mesdames et messieurs, je voudrais tout l'équipage se joint à moi pour vous souhaiter eh bien, un bon retour demain. Gardez la santé, revenez nous voir. C'est un truc calcul mental, pratiquement avec le bouillon, c'est-à-dire chaque doigt, c'est un pilier avec le valeur. C'est le nombre de l'os, 487 divisé par 13, tu les vois. Avec sa réplique de la Statue de la Liberté, voici l'île aux cygnes. Retour Port de Grenelle. Non, pas de vent, ouais. C'est marrant, hein. C'est calme. Rue Jean Goujon, chez Nanard, on installe les derniers éléments décoratifs. Rue Comté, séquence nostalgique en retrouvant les murs de pierre et de briques de notre école et ses 3 étages, transférés au CNAM désormais. Portail en l'honneur des camarades morts au cours de la guerre de 14-18. Pour l'instant, ça va. Regardez. On va la remercier. Bon, ben, écoutez, merci beaucoup. Merci madame. Merci madame. L'école, beaucoup d'entre vous évidemment la connaissent, enfin les locaux les connaissent mieux que moi. L'histoire de ces locaux, j'imagine que vous en avez déjà eu des restitutions diverses et variées. Donc là on est dans le concret.
Alors, l'un des sujets, c'est que évidemment, il y a eu des transformations, donc ça, on peut pas, voilà, c'est le magnifique bâtiment, par exemple, qui n'existait pas, mais bien d'autres, et que le précepte pédagogique ayant changé, dans ce bâtiment, maintenant, il y a un certain nombre de salles de cours, mais aussi beaucoup de bureaux pour les chercheurs, pour les secrétariats aussi, des différentes équipes pédagogiques nationales. Et donc, les locaux ont souvent été subdivisés. Donc, il y a assez peu, en fait. J'ai eu la chance de faire une visite historique avec voilà, un spécialiste de l'histoire du bâtiment et qui m'a expliqué comment c'était organisé avec le rez-de-chaussée, avec une année par étage. Enfin, voilà, les amphis, les tuyaux. C'est ça, exactement. Donc en fait, la structure générale a été préservée. On a toujours les amphis qui sont au coin, on a toujours les longs couloirs. Vous verrez qu'il y a même la numérotation sur les couloirs qui, à mon avis, n'a pas changé. Mais en revanche, voilà, les turnes ont été divisées par deux la plupart du temps. Et du coup, elles sont dans des espaces plus privatifs où il est compliqué à la fois d'entrer et aussi qui ne vous évoqueront pas grand-chose. Voilà. Il y a un lieu qui est resté plus dans son jus, j'ai envie de dire, enfin en tout cas pour lequel il y a apparu beaucoup de me dire encore quelques lieux. Il y en a un que j'ai identifié qui est le centre de documentation de l'Institut national des techniques documentaires, l'IMTD, qui est un institut ancien du CNAM. Et donc sa responsable a accepté de vous ouvrir les portes. Et donc voilà, là on aura quelque chose d'un peu plus authentique. Les autres endroits qui sont restés plus authentiques, ce sont les endroits de prestige, on va dire, ou en tout cas la direction, on va dire, de l'école, qui a évidemment pas exactement le même usage, mais qui continue à pouvoir être resté finalement un peu tel que vous les avez connus. Alors, comme le disait Monsieur Lasserre, c'est pas là où vous alliez plus, hein, forcément. Voilà, les salles de conseil ou les salons d'honneur. Mais en tout cas, disons qu'en termes d'évocation des bâtiments, c'est sans doute un peu plus préservé que les autres espaces. Ce que je disais à Monsieur Lasserre, c'est que j'ai regardé le planning, ils sont tous occupés par des groupes ce matin. Donc voilà, je ne peux pas me permettre, vous comprendrez, voilà, surtout avec un groupe aussi nombreux, à la limite, une personne qui passe une tête, ça peut marcher, mais là... La salle du conseil d'administration. Rappelons qu'à l'origine, en 1829, l'école s'est installée à l'hôtel Salé, dans le Marais. Partie est nouvellement aménagée pour constituer les bureaux. La visite est terminée, nous retournons à la galerie de la cour. Après-midi, visite de la soufflerie de Gustave Eiffel. La rupture, c'est le canal de Panama. Il est entraîné dans ce scandale politico-financier. Et ça arrive lorsqu'il a livré, c'est peu d'années après, la livraison de la Tour Eiffel. Tour Eiffel qui est le premier ouvrage à atteindre plus de 1000 pieds. Alors, allez savoir pourquoi à cette époque-là, il y avait une obsession, c'était de construire un ouvrage de plus de 1000 pieds, 300 mètres. Gustave Eiffel y arrive grâce à l'usage du fer. Si vous regardez un peu, enfin, en lisant les récits autour de cette construction, à l'époque, le fer n'était pas un matériau noble pour la construction. Tout le monde s'entêtait à construire avec de la pierre. Et personne n'y est arrivé. Donc Gustave Eiffel, lui, arrive. Alors au départ, ce n'est pas une idée à lui, c'est une idée de ces deux ingénieurs. Il les laisse travailler
il dépose, comme c'est un homme d'affaires redoutable, Gustave Eiffel, il dépose un brevet avec ses ingénieurs. On est quelques années avant l'exposition universelle de 1889. Et puis il se dit, tiens, ça serait peut-être une bonne idée d'imposer cette tour Eiffel comme porte d'entrée de l'exposition. Il fait travailler son architecte pour améliorer, parce que quand on voit les premiers dessins de la tour Eiffel, c'est vraiment un pylône. Il fait travailler son architecte pour faire de ce pylône ce qu'on connaît aujourd'hui, la tour Eiffel, et il va l'imposer en tant que porte d'entrée de l'exposition universelle. Et comme il pressent que ça peut être une bonne affaire, il va racheter le brevet à ses deux ingénieurs pour l'exploiter lui-même. Donc il livre cette tour Eiffel, il est mondialement connu, c'est le premier à avoir réussi à construire donc un ouvrage de plus de 1000 pieds. Et ce scandale du canal de Panama arrive quelques années après. Il est condamné à de la prison et à une forte amende, et ça l'affecte énormément. Il décide de céder sa société de construction d'ouvrages métalliques, qui deviendra la société de construction d'ouvrages métalliques de Levallois-Perret, et lui va consacrer le restant de sa vie à connaître sur deux sciences, météorologie et aérodynamique. Sciences, des pays comme l'Allemagne, l'Angleterre, la Russie sont beaucoup plus en avance que nous. Ils ont déjà des souffleries. Il va visiter les souffleries qui existent à l'époque. Il n'est pas convaincu par ce qu'il voit. C'était quelqu'un d'assez rigoureux, Gustave Eiffel, enfin très rigoureux. Et il faut aussi se rappeler que la Tour Eiffel, c'était un ouvrage ouvrage construit dans le cadre d'une exposition universelle, donc qui devait être démoli comme tout autre ouvrage, et lui n'avait pas du tout l'intention de voir démolir sa tour Eiffel. On peut lire que s'il a utilisé des rivets pour assembler cette tour Eiffel, c'était pas pour rien. Bon, je pense qu'il n'y a pas que ça, parce qu'il y a quand même un aspect mécanique qui est important dans l'usage du rivet. Donc il va avoir de cesse à utiliser la tour Eiffel à d'autres fins que des fins touristiques. Et donc la tour Eiffel va être utilisée, il va inviter des scientifiques à faire des essais, il va inviter naturellement des politiques, des rois, etc. Et lui va l'utiliser pour ses premiers essais en aérodynamique. On le verra tout à l'heure, on a derrière le dispositif qui lui a permis de faire ses premiers essais. Une partie du groupe qui ira dans la chambre d'essai, vous verrez, enfin, on a une expérience en cours. À l'époque, c'est des maraîchers. Donc on lui dit, viens t'installer à Auteuil, il y a du terrain et ça coûte pas cher. Ça a un peu changé depuis. Il va acheter donc un terrain, on est sur 600 mètres carrés, sur une surface de 600 mètres carrés. Il construit une soufflerie plus puissante, plus grosse. On est sur un diamètre, aujourd'hui, on a une veine d'un diamètre de 2 mètres et on atteint 100 km/h. On ne sait pas comment il a fait, parce que la soufflerie qu'on voit là, ce n'est pas celle qui était au Champ de Mars. Non seulement il avait construit cette soufflerie, cette veine que vous voyez là, mais il en avait construit une deuxième, parce qu'il avait déjà pressenti que les 100 km/h, ça ne suffirait pas. Et donc il avait construit une veine qui lui permettait d'atteindre 150 km/h d'un diamètre de 1 mètre. Autre date importante, c'est 2001. 2001, le GIFAS, en accord avec le propriétaire de la SCRL, décide de vendre tous les deux en même temps et ensemble, pour ne pas dissocier le bâtiment et l'entreprise. Et ce sera le Centre scientifique et technique du bâtiment, je ne sais pas si vous connaissez, qui rachètera à la fois l'entreprise et le bâtiment. Aujourd'hui, donc, nous sommes une filiale, notre petite société est une filiale du CSTB, on a un actionnaire unique, le CSTB. Une date également importante, c'est 1996, la soufflerie, donc l'objet soufflerie, est classé au monument historique. Les activités de la société aujourd'hui, c'est principalement donc du bâtiment avec une spécificité, c'est les bâtiments qui fonctionnent en ventilation naturelle. Alors vous verrez, on a un exemple, là, on a une étude en cours, on vient de finir la maquette,
Et on vient de l'installer ce matin en veine. Et on vous expliquera, que ce soit Guillaume ou Valentin qui est notre spécialiste, vous expliqueront comment, à quoi. Enfin, l'idée, c'est d'avoir des bâtiments dans lesquels on va apporter du confort sans climatisation. Oui, c'est tout à fait. Des coureurs qui vieillissaient très rapidement, avec la sèche, le pain du cuir qui sèche avec la tête. Et là, comme on tourne, comme on tourne pas vite, alors bon, il faut quand même entraîner les septones, mais il y a. C'est mieux qu'une usage. C'est de la toile de lin qui constitue le matériau qui enferme la veine. Maquette d'une école à La Réunion pour étudier les circulations d'air en fonction des éléments architecturaux. De générer un courant d'air qui va être compris entre 0,5 et 1,5 mètres secondes. Et ce courant d'air, c'est peut-être pas l'expression la plus technique, mais va vous permettre d'avoir une sensation de chute de température de l'ordre de 4 degrés. Cette forme rectangulaire au sommet pour créer des pressions. C'est exactement ça. Visualisation des mouvements d'air à l'aide de fumée pour une analyse qualitative sommaire. Une sortie en fenêtre ou inversement quand il y a des bureaux séparés. L'ancien tableau de commande de la soufflerie Eiffel. Et le bureau d'Eiffel conservé au même endroit. Voilà. Écoutez, j'espère que vous avez découvert un lieu. C'est dommage industriel. Mais qui n'est pas que historique. Retour rue Jean Goujon. Vous avez présenté, on peut que vous féliciter. C'est partagé, Hervé Biosser, toute la partie maturation de l'Université Paris-Saclay et la fusion avec entre Centrale et Supélec, je remarque tous les jours à Hervé Biosser de l'avoir porté parce qu'il a beaucoup transpiré. Mais je me pose une question. On a changé la manière d'organiser l'enseignement. Avant, ces promotions qui étaient compactes donnaient un esprit de corps qui était assez important. Est-ce qu'il y a des moyens que cet esprit de corps se maintienne alors qu'il y aura 750 Et ça se fait essentiellement à travers les associations et la vie associative. Et donc on s'attache à conforter la vie associative. Les élèves essentiellement font leur réseau de relations et leur réseau d'amitié dans le cadre des associations. Effectivement, vous avez raison, c'est plus dans les cours, c'est pas possible. Ils font tous des parcours différents. On cherche d'ailleurs à faire évoluer le cursus pour avoir des groupes classes qui soient un peu plus stables dans la mesure du possible, mais ça restera limité. Par contre, l'affectio societatis, je dirais pour l'école, pour la communauté centrale Supélec, ça, on peut le développer sans que les élèves connaissent l'ensemble de leur promotion. Si vous allez dans les universités américaines, les anciens du MIT ou les anciens de Berkeley, ils sont anciens de leur université, ils en sont très fiers. Et je pense que cette fierté, on peut l'apporter, même quand on ne connaît pas l'intégralité de la promo. Et on n'oppose pas du tout la vie associative. Ce qu'on dit juste, c'est qu'il faut trouver le bon équilibre entre la vie académique et la vie associative. On va faire que de l'associatif. Mais par contre, on encourage les élèves à participer aux associations et on soutient, vraiment, en toute occasion, on soutient les associations. Et c'est là, en fait, qu'ils vont se construire leur réseau. Mais effectivement, même le président du BDE, il connaît un élève sur 5 dans sa promo, il ne peut pas en connaître plus. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'origine des ressources propres? Après, les ressources propres, c'est ce qu'on demande aux entreprises. On a 160 entreprises partenaires du cursus, et donc qui vont participer financièrement avec différents échelons, alors bronze, argent, or, platine, etc., qui vont participer financièrement, moyennant quoi elles ont des accès mesurés aux élèves pour faire des conférences, pour parler de leur business, et donc pour se rendre visible vis-à-vis des élèves. Évidemment, ça repose sur le fait que les entreprises se battent pour recruter nos diplômés. Donc ça, c'est une autre source de financement. Une autre source de financement, c'est la Fondation. La Fondation, elle a levé l'an dernier 9 millions d'euros. Donc c'est pas du tout anodin dans notre budget global. Qu'est-ce qu'il y a comme autre source? Il y a la taxe d'apprentissage. Donc
On fait le siège des entreprises et des anciens dans leurs entreprises respectives pour dire pensez à nous au moment de la taxe d'apprentissage. Je dirais qu'on traque évidemment tout ce qui peut être subvention publique compétitive, les appels d'offres, les appels à candidature. Vous avez France 2030 qui a lancé beaucoup d'appels d'offres sur des compétences et métiers d'avenir. Donc à chaque fois, on va essayer de répondre, de faire un dossier pour